cette pathologie, il y a une nette prédominance féminine, donc il y a plus de femmes que d'hommes qui sont atteintes par ce syndrome-là. Les symptômes sont souvent chroniques, c'est-à-dire qu'ils vont durer dans le temps, qui peuvent altérer la qualité de vie, surtout lorsque les symptômes sont sévères. Donc, dans les formes sévères, ça va altérer la vie du patient, notamment dans la nécessité de prendre des congés maladie, dans la nécessité de prendre des médicaments, d'où donc les coûts directs et indirects à la santé publique. Les coûts directs, ce sont les coûts des médicaments et des explorations. Indirects, c'est dû à l'absentéisme des patients au moment des poussées de sa maladie. La physiopathologie du syndrome de l'intestin irritable n'est pas complètement élucidée. On sait qu'il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être intriqués, mais on ne connaît pas toute la pathologie de cette maladie. La prise en charge du syndrome de l'intestin irritable doit être adaptée à chaque patient. On va voir comment est-ce qu'on va adapter le traitement selon la nature des symptômes, la sévérité, l'existence ou pas de signes extradigestifs, l'existence ou pas de pathologies psychiatriques sous-jacentes. Et donc, il est important de bien adapter cette pathologie pour éviter toute escalade thérapeutique dangereuse et les explorations itératives et abusives. Alors, la prévalence du syndrome de l'intestin irritable, vous avez une carte du monde où on voit que la prévalence du syndrome de l'intestin irritable est variable. Il a été décrit partout dans le monde. Et il y a une étude algéroise qui était faite par monsieur le professeur Bouski qui a montré que la prévalence du syndrome de l'intestin irritable à Alger était de 5,5%. Alors, pourquoi justement on appelle cette pathologie syndrome de l'intestin irritable? Alors, cette pathologie, il faut savoir qu'elle a eu plusieurs appellations. Avant, on pouvait l'appeler colite, comme on pouvait appeler le côlon irritable. Mais actuellement, la meilleure appellation, c'est le syndrome de l'intestin irritable. Pourquoi syndrome? Parce qu'il s'agit d'un ensemble de manifestations cliniques. Pourquoi pas côlon irritable et plutôt intestin irritable? Parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas uniquement le côlon qui est atteint par les troubles fonctionnels, mais également l'intestin grêle. Irritable parce que c'est une atteinte non organique mais fonctionnelle. Alors, comment poser maintenant le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable? Alors, il faut savoir que la classification de Rome 4 a permis non seulement de classer les troubles fonctionnels digestifs, mais elle a établi aussi les critères diagnostiques de chaque trouble fonctionnel. Alors, le syndrome de l'intestin irritable, il est caractérisé par l'association de douleur abdominale à un trouble du transit et ces signes cliniques évoluent avec le temps, c'est-à-dire qu'ils sont chroniques, ce sont des symptômes qui vont durer dans le temps. Alors, on parlera de syndrome de l'intestin irritable, le syndrome de l'intestin irritable, lorsque le patient va décrire une douleur abdominale récurrente, survenant en moyenne au moins un jour par semaine au cours des 3 derniers mois, avec au moins 2 critères suivants. Cette douleur est associée à la défécation, cette douleur est associée à une modification de la fréquence des selles, cette douleur est associée à une modification de la consistance ou de l'aspect des selles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, le malade va vous dire qu'il a mal, ce sont des douleurs qui se répètent dans le temps, et cette douleur, elle survient lorsque le malade a envie d'aller à la selle. C'est pour ça qu'on dit associée à la défécation. Ou alors, cette douleur apparaît lorsque le patient constate qu'il y a une modification de la fréquence des selles. Il a par exemple une selle tous les 2-3 jours, puis lorsque la douleur apparaît, il constate que ces selles, la fréquence des selles est devenue donc tous les jours ou bien 2 à 3 fois par jour. Ou lorsque il constate que la consistance des selles a changé. Par exemple, il y avait des selles dures, les selles deviennent molles ou liquides. Donc, vous voyez bien que les critères diagnostiques du syndrome de l'intestin irritable selon les critères de Rome 4, ce sont des critères cliniques et évolutifs. Alors, comme tous les troubles fonctionnels digestifs, ces symptômes sont connus comme étant diurnes, c'est-à-dire que la symptomatologie clinique, notamment les douleurs abdominales, vont être essentiellement la journée. Ce ne sont pas des douleurs qui réveillent le malade pendant son sommeil. Également qu'il n'y a pas de retentissement clinique. Le malade n'a pas maigri, il a un appétit conservé, il n'a pas de troubles de carentiel, il n'a
pâleur. Quand vous faites votre examen physique, l'examen physique est tout à fait normal. Et comme pour la plupart des troubles fonctionnels, on va souvent noter un terrain d'anxiété ou carrément un terrain dépressif. Alors, bien entendu, lorsque l'on a les critères cliniques et évolutifs du syndrome de l'intestin irritable, on ne posera le diagnostic définitif du syndrome de l'intestin irritable qu'en absence de signes d'alarme. C'est quoi les signes d'alarme? Les signes d'alarme, ce sont les signes qui évoquent une pathologie organique. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des signes qui nous orientent vers une pathologie organique. Le premier signe, c'est l'âge. L'âge égal ou supérieur à 50 ans, c'est l'âge auquel apparaissent les cancers. Donc, si un patient à cet âge-là a des symptômes qui pourraient correspondre au syndrome de l'intestin irritable, eh bien, on n'est pas en droit de poser le diagnostic avant d'avoir fait de nombreuses opérations pour éliminer une pathologie organique. La même chose, si vous avez ces symptômes-là et que le malade décrit une hémorragie digestive, par exemple des rectorragies, MLNA, ou bien le malade a une anémie ferriprive témoignant d'un saignement occulte, là aussi, vous n'êtes pas en droit de dire que c'est un trouble fonctionnel, vous devez explorer. Si les symptômes sont nocturnes, on a dit que les symptômes fonctionnels étaient plutôt diurnes. S'il y a un amaigrissement non intentionnel, c'est-à-dire un amaigrissement alors que l'appétit est conservé. S'il y a un changement des symptômes, par exemple, vous avez un patient qui a un syndrome de l'intestin irritable depuis longtemps, il consulte en vous disant qu'il y a une modification des symptômes. Ce n'est plus les symptômes qu'il a l'habitude d'avoir. Là aussi, vous devez explorer et rechercher une pathologie organique sous-jacente. S'il y a apparition des symptômes devant une prise récente d'antibiotiques, par exemple, là aussi, on doit éliminer une pathologie, notamment la colite pseudomembraneuse qui est secondaire à la prise d'antibiotiques. Et si, bien sûr, le patient a des antécédents de pathologies organiques, notamment des antécédents de cancer, coliques, des antécédents de polypes réséqués, notamment des adénomes. Là aussi, devant ces symptômes, même s'ils correspondent aux symptômes du syndrome de l'intestin irritable, il faut absolument explorer pour éliminer une pathologie organique. Alors, si l'on se résume, donc pour poser le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable, on va se baser essentiellement sur l'interrogatoire. Donc, l'interrogatoire est très important. On va rechercher les symptômes qu'on a vus tout à l'heure qui correspondent au syndrome de l'intestin irritable selon les critères de Rome 4, avec la chronicité des symptômes, et on va bien rechercher les signes d'alarme. S'ils sont absents, on peut raisonnablement poser le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable et vous voyez qu'on va poser ce diagnostic sans aucun examen complémentaire. Donc finalement, il n'y a aucun examen complémentaire qui soit biologique ou morphologique qui nous permette de poser le diagnostic. Le diagnostic repose essentiellement sur la clinique. Alors, une fois qu'on a posé le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable, il faudra le classer. Il y a 4 sous-groupes de syndrome de l'intestin irritable et ces sous-groupes vont dépendre de la nature du trouble du transit. Alors, il y a le syndrome de l'intestin irritable avec constipation prédominante, c'est-à-dire que le patient va décrire des selles de type 1 et 2 dans la majorité des cas. Donc, dans la majorité des cas, il va avoir des selles dures. Le syndrome de l'intestin irritable avec prédominance diarrhéique, c'est un patient qui va décrire surtout des selles de type 6 et 7, c'est-à-dire des selles molles ou alors carrément liquides. Alors, il y a des patients aussi qui rapportent un trouble du transit à type d'alternance des deux. Alors, des fois, les selles sont constipées, des fois, les selles sont diarrhéiques. C'est ce qu'on appelle un syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée-constipation. Et enfin, parfois, on n'arrive pas à déterminer le trouble du transit, on n'arrive pas à le classer selon les 3 sous-types précédents et on parle de syndrome de l'intestin irritable non spécifié. Alors, pour faciliter justement le typage du syndrome de l'intestin irritable avec les troubles du transit, eh bien, on peut présenter cette échelle qu'on appelle l'échelle de Bristol au malade qui va nous montrer quel type de selle il a. Alors, il faut savoir que ces troubles digestifs, douleurs et troubles du transit, peuvent être associés dans les formes sévères du syndrome de l'intestin irritable à des signes extra-intestinaux. Donc, quand ils sont présents, en général, ça témoigne de la sévérité du syndrome de l'intestin irritable. Alors, c'est quoi ces signes extra-intestinaux? C'est le syndrome de fatigue chronique, c'est la présence de céphalée, c'est la présence de symptômes urinaires
comme la cystite interstitielle et le syndrome de vessie douloureuse. C'est la présence de dyspareunie, c'est-à-dire douleur lors sexuelle. C'est la présence de fibromyalgie. Les fibromyalgies, ce sont des douleurs ostéo-articulaires et musculaires qui vont siéger un peu partout dans le corps et qui n'ont pas de substratum anatomique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anomalie osseuse ou musculaire à l'échographie, par exemple, musculaire. Alors maintenant qu'on a fait le diagnostic positif, quel est le diagnostic différentiel? Alors, vous avez vu que le syndrome de l'intestin irritable était une association entre douleur abdominale et troubles du transit. Ce sont des symptômes qui peuvent être présents dans de nombreuses autres pathologies. Alors, les douleurs abdominales, devant des douleurs abdominales, on doit éliminer les douleurs qui ne sont pas d'origine intestinale ou qui ne sont pas d'origine digestive. Donc, on doit éliminer les douleurs d'origine biliaire et pancréatique, qui ont en général d'autres caractéristiques, les douleurs gastro-duodénales, les douleurs d'origine urogénitale, les douleurs pariétales atteintes des nerfs cutanés abdominaux, les douleurs ostéo-articulaires qui ont une projection au niveau abdominal. Devant un trouble du transit, on doit éliminer les autres pathologies qui pourraient donner un trouble du transit à type de constipation ou de diarrhée. Ce sont essentiellement les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou MICI type Crohn-RCH, les cancers colorectaux, la maladie cœliaque, les intolérances alimentaires, la maldigestion des disaccharides, la pancréatite chronique, les neuropathies et les myopathies, les infections gastro-intestinales, les dysthyroïdies, les maladies métaboliques, les effets secondaires des médicaments et les autres troubles fonctionnels gastro-intestinaux. Alors, toutes ces pathologies, en général, ont des symptômes associés qui pourraient orienter vers ces pathologies et en plus, elles ont souvent des signes d'alarme associés témoignant de l'organicité des symptômes. Alors, le c'est de savoir quand on va explorer. Alors, la chose à savoir, comme je vous l'ai dit, si on fait des explorations à un patient, ce n'est pas pour poser le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable, je vous l'ai dit. Donc, le diagnostic, il est clinique. Il n'y a aucun examen morphologique, il n'y a aucun dosage biologique qui nous permette de poser le diagnostic. Donc, si on fait des explorations, c'est pour mettre en évidence des pathologies organiques, c'est-à-dire qu'on fera des examens pour finalement éliminer une pathologie organique sous-jacente. Alors, quand est-ce qu'on fera ces explorations devant un patient qui a des symptômes de l'intestin irritable? Théoriquement, lorsque le patient a des signes d'alarme. On a vu les signes d'alarme tout à l'heure. Ce sont des signes qui orientent vers l'organicité. Mais je vous ai dit bien, c'est théorique parce que souvent, dans la vraie vie, les patients sont explorés même dehors de la présence de signes d'alarme. Pourquoi? Parce que ce sont des patients qui sont très demandeurs d'exploration et souvent les médecins tombent dans le piège des patients qui veulent absolument faire des explorations. Alors, ce qui est certain, c'est que chez ces patients-là, il faut éviter les examens qui sont irradiants et invasifs, notamment les scanners à répétition. Et on peut faire quand même des examens minimums qui sont simples, qui ne sont pas invasifs et qui pourraient nous orienter vers des pathologies organiques, comme par exemple la formule de numération sanguine à la recherche d'une anémie. Le patient peut ne pas saigner macroscopiquement, mais s'il a une anémie ferriprive, ça témoignerait d'un saignement occulte. Et là, c'est un signe de l'alarme qui va nous orienter vers une pathologie organique et donc qui va nécessiter une exploration. La recherche de syndrome inflammatoire, notamment le dosage de la CRP et de l'AVS, qui témoignerait de l'existence probablement d'une maladie inflammatoire, notamment d'une MICI. Quand, par exemple, le patient a des signes de syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée, il faut également faire une coproparasitologie des selles parce que les parasitoses sont très fréquentes chez nous. Donc, ce sont des examens qui sont simples, qui peuvent être pratiqués chez des patients au début donc, du diagnostic. On a également la sérologie cœliaque. Quand vous allez faire la maladie cœliaque, on va vous dire qu'il y a beaucoup de malades qui ont des symptômes qui ressemblent à ceux du syndrome de l'intestin irritable, dans sa forme diarrhéique ou dans sa forme alternance diarrhée-constipation. Donc, on peut demander une sérologie cœliaque devant un patient qui a des signes de syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée ou alternance diarrhée-constipation, en particulier dans les zones où la prévalence de la maladie est élevée.
Alors, chez un patient maintenant qui est connu porteur de syndrome de l'intestin irritable depuis des années, alors il va consulter pour une nouvelle poussée. Alors, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est la répétition des explorations. Si c'est un patient qui a déjà été exploré, hein, parce qu'il est âgé ou parce que on a par exemple des symptômes type diarrhée, eh bien, il ne faut pas tomber dans le piège des explorations répétées, parce que si on répète les explorations, d'une part, ça va coûter de l'argent, mais d'autre part, on peut découvrir des pathologies qui vont nécessiter, par exemple, des traitements qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, en faisant des échographies, on peut découvrir une lithiase qui, à l'origine, n'est pas symptomatique, qui ne nécessiterait pas de cholécystectomie, et le malade va dire que le médecin va dire que c'est la lithiase qui donne les douleurs, il va être cholécystectomisé pour rien. Les douleurs vont continuer après la chirurgie. Les malades également, notamment les femmes, peuvent subir même des hystérectomies inutiles. La découverte, par exemple, d'un fibrome utérin qui était parfaitement symptomatique, et le fait que la malade souffre de douleurs, eh bien, on va relier ces douleurs au fibrome. Donc, il faut faire très attention avec les explorations et ne pas les répéter inutilement. Et surtout, il faut se dire que les patients qui ont des troubles psychiques importants, le fait de faire des explorations et de voir que ces explorations sont normales ne vont pas les rassurer. Ils vont continuer à vouloir les explorations. Donc, il ne faut pas se dire, bon, je fais quand même un scanner, il est anxieux, je vais le rassurer avec le scanner. Non, les études ont bien montré que ce sont des patients anxieux qui, même en voyant les explorations normales, ne sont pas rassurés. Alors, en général, ce qu'il faut retenir concernant l'exploration, c'est que on va explorer un patient lorsqu'il a des signes d'alarme et lorsqu'il y a échec du traitement conventionnel. C'est-à-dire que vous avez posé le diagnostic, vous avez traité votre patient. S'il y a échec du traitement, eh bien, vous êtes en droit d'explorer et de dire que finalement, puisqu'il n'a pas répondu au traitement, que peut-être finalement, il y a une maladie organique sous-jacente. Alors, avant de passer au traitement, on va dire un mot sur la physiopathologie. Alors, au fil des années, comme vous voyez sur l'image du bas, eh bien, les mécanismes physiopathologiques ont évolué. Dans les années 60 à 70, on pensait que le syndrome de l'intestin irritable était dû uniquement à un trouble de la motricité du tube digestif. Avec les années 80 et 90, sont apparues de nombreuses autres théories, les plus importantes étant les troubles de la sensibilité viscérale et la relation entre le cerveau et l'intestin, les troubles de la perméabilité intestinale, les troubles psychologiques, et puis on se pose la question de la relation entre les pathologies infectieuses et la survenue du syndrome de l'intestin irritable et le rôle de certains facteurs alimentaires dans la survenue des crises douloureuses du syndrome de l'intestin irritable. On va éventuellement parler surtout de la relation cerveau-intestin et on va essayer de donner une explication simple dans le syndrome de l'intestin irritable. Vous savez que au niveau de la lumière intestinale passent les aliments et les gaz. Chez le sujet normal, ce passage des aliments et des gaz n'est pas ressenti par le patient, par contre, par la personne. Par contre, chez les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, vous savez qu'au niveau de la paroi intestinale, on a ce qu'on appelle les récepteurs nociceptifs, c'est-à-dire que ce sont des récepteurs qui sont stimulés par les stimuli de la douleur. Alors, chez ces patients-là qui ont un syndrome de l'intestin irritable, le passage de la selle ou le passage des gaz va les stimuler anormalement. C'est-à-dire que ces récepteurs ont un seuil de stimulation diminué par rapport au sujet normal. Donc, ils vont envoyer l'information au cerveau via les innervations de la moelle épinière et au niveau du cerveau, cette information va être analysée et le malade va ressentir la douleur par les innervations vagales. Alors, en plus, on a dit que c'était des patients qui étaient souvent en état d'anxiété et de dépression. Donc, le fait qu'il y ait cet état-là, eh bien, le cerveau va accentuer cette sensibilité à la douleur. Deuxième mécanisme, c'est la survenue
du syndrome de l'intestin irritable après une infection intestinale. Alors, il y a des études qui ont montré qu'il y a beaucoup de malades qui ont un syndrome de l'intestin irritable suite à une infection intestinale. Les germes les plus incriminés sont le campylobactère, les Shigella et les Salmonella. Alors, qu'est-ce que ces infections intestinales vont entraîner? Eh bien, justement, elles vont entraîner une micro-inflammation au niveau de la muqueuse intestinale et une hypersensibilité de ces récepteurs nociceptifs dont on a parlé tout. Et donc, elles vont rendre le patient plus sensible à des stimuli de faible intensité. Alors, est-ce que tous les patients vont faire un syndrome de l'intestin irritable après une infection intestinale? Eh bien non, il y a des facteurs prédictifs de survenue de ce syndrome de l'intestin irritable. Ce sont essentiellement les patients qui vont avoir une infection aiguë sévère. Ce sont les patients qui ont eu cette infection lorsqu'ils étaient dans un état d'anxiété ou de stress. On va également avoir un syndrome de l'intestin irritable plutôt lorsque le patient avait une infection avec une diarrhée prolongée, plutôt lorsque cette infection survient chez une femme. Par contre, la survenue de vomissements au cours de cette infection intestinale serait un facteur protecteur. Je dirais serait parce que c'est encore hypothétique. Globalement, il faut savoir que le syndrome de l'intestin irritable qui survient suite à une infection intestinale, globalement, il a un meilleur pronostic que les autres formes de syndrome de l'intestin irritable. Alors, on va passer maintenant à la prise en charge. Alors, il faut savoir que la majorité des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, ce sont des formes bénignes et souvent, ce sont des qui ne consultent pas. Donc, 75% pratiquement des patients ne consultent pas parce qu'en général, les symptômes sont bénins, c'est-à-dire ils vont soit s'habituer à leur symptomatologie ou bien prendre des thérapeutiques de grand-mère, des tisanes, une forme de petits régimes, ou alors ce sont des patients qui prennent des médicaments par eux-mêmes, des antispasmodiques notamment, ou des traitements pour la constipation, c'est ce qu'on appelle l'automédication. Seuls 25% des patients, ce sont surtout les patients qui ont des formes sévères, vont consulter et la plupart vont consulter le médecin généraliste. Donc, c'est pour ça que c'est très important que le médecin généraliste connaisse cette pathologie parce qu'il va recevoir beaucoup de patients qui ont le syndrome de l'intestin irritable. Ce sont surtout les femmes qui consultent plus que les hommes. Alors, quelle est la prise en charge globale du syndrome de l'intestin irritable? Comment se faire cette prise en charge? Donc, comme on a dit que c'était une maladie liée au cerveau, comme on a dit qu'il y avait souvent un terrain psychologique particulier, et donc c'était une dépression. Donc, le premier contact avec le médecin est très important. Donc, il faut recevoir le patient avec empathie. Il faut que le patient ressente que son médecin est empathique envers lui. Il faut mettre le patient en confiance. Il faut être à l'éducation. Le patient souvent va rapporter beaucoup de symptômes et donc il faut essayer d'analyser correctement les symptômes. Pourquoi? Parce qu'on va identifier le symptôme prédominant. Donc souvent, il y a beaucoup de symptômes que le malade va vous rapporter, les douleurs, les céphalées, les fourmillements. Donc il faut essayer d'analyser tous ces symptômes et identifier le symptôme primordial, celui qui gêne le plus le malade parce que c'est celui-là qui va être cible du traitement. Sans oublier, bien sûr, de rechercher les signes extra-digestifs qui témoignent, comme je vous l'ai dit, de la sévérité du tableau clinique. Il faut aussi cerner le patient sur le plan psychologique, rechercher s'il y a une anxiété, s'il y a une dépression, s'il y a une somatisation. Bien entendu, une fois qu'on a bien interrogé le patient, il faut faire un examen clinique. Et puis, une fois qu'on a, si c'est la première consultation, une fois qu'on a posé le diagnostic, puisqu'on a dit que le diagnostic était clinique, il faut donner des explications claires et compréhensibles aux patients. Donc, il ne faut surtout pas lui dire, vous n'avez rien du tout, c'est pas méchant, etc. Non, il faut bien expliquer que c'est une pathologie fonctionnelle, certes, mais c'est une véritable maladie. C'est une maladie chronique qui peut évoluer avec le temps. Il y a un traitement, le traitement va pouvoir guérir la maladie, mais il va améliorer l'état du patient. Donc, on peut même bien expliquer le mécanisme par les schémas sensibles en adaptant les patients. Donc, on a dit que la prise en charge va être aidée par la nature et la sévérité des symptômes.
Donc, parfois, lorsqu'on voit que les symptômes ne sont pas très importants, parfois, on peut juste donner des explications. Parfois, les traitements médicaux ne sont pas obligatoires. Seuls des régimes diététiques pourraient suffire à certains patients. Maintenant, quand ça nécessite un traitement, il faut savoir que le traitement qu'on va donner n'a aucune base physiopathologique. Donc, on va donner des traitements à tâtonnement, selon la réponse et la tolérance au traitement. Et chose très importante, il faut se fixer avec le patient des objectifs bien précis. On va lui dire ce traitement à quoi il sert. Est-ce qu'il va agir sur la douleur? Est-ce qu'il va agir sur le trouble du transit? Est-ce qu'il va améliorer les symptômes de traitement? Il faut surtout bien expliquer que c'est très traitement ne permet que d'améliorer le patient et que la maladie peut revenir, les symptômes peuvent revenir. Donc, quand le malade est préparé, il sent que finalement il s'agit de la maladie et il ne peut pas faire son les patients comprennent très bien la pathologie, il ne peut pas faire de prise médicale, il faut changer de médecin. Donc, il faut avoir à chaque fois de belles explorations. Et puis, les médecins doivent être aussi avec d'autres options thérapeutiques qu'on va avoir à la fin du traitement. Il y a des options non médicamenteuses qui, malheureusement, ne sont pas disponibles. Alors, quelles sont les armes thérapeutiques? On a les règles diététiques, les antispasmodiques, les laxatifs, les antidiabétiques, les antidépresseurs et le traitement avec psychologique. On va séparer les régimes diététiques qui vont donner à tous les patients. Alors d'abord, c'est le repos physique et psychique. Si un patient a une profession, par exemple, au stress, il faut passer l'énergie de la maladie, extraire la situation de stress. Si le stress est constant dans le travail, il faut peut-être faire une réorientation fonctionnelle. Il va permettre donc d'éviter le stress dans le travail. Globalement, les malades très demandeurs de régime alimentaire et d'hygiène de vie. Donc, ce qu'on conseille aux patients, c'est de prendre régulièrement 3 repas équilibrés par jour, avec une répartition équitable des fibres alimentaires à sa part. Il faut demander aux patients de manger lentement, calme, en mâchant. Monsieur Balalaman, il faut fermer votre micro. Donc, on va demander aux malades de manger au calme, chercher correctement ses aliments. Quand on mange trop rapidement et on ne mange pas correctement les aliments, eh bien, on avale beaucoup d'air et ça va favoriser l'aérophagie. Alors, est-ce qu'on va prescrire un régime alimentaire aux patients? Il y a beaucoup de régimes alimentaires qui circulent, soit dans les réseaux sociaux, soit dans l'Internet, bien même chez les médecins. Les médecins souvent donnent des référents pour les patients qui ont un problème de syndrome de l'intestin irritable. Il faut savoir qu'aucun régime n'a prouvé son efficacité. Il y a un seul régime qui est, semble-t-il, efficace et qui est quand même relativement difficile à suivre. Il faudrait vraiment aux patients qui sont motivés, c'est le régime FODMAP. FODMAP, ce sont les initiales de fermented oligodimonosaccharides and polyols. C'est-à-dire que ce sont les sucres qui vont se fermenter au niveau du côlon. Alors, c'est un régime qui aurait une efficacité qui peut atteindre les 4% quand il est maintenu 4 à 6 semaines. Alors, c'est quoi ce régime? Eh bien, il faut enlever tous les aliments qui contiennent des FODMAP. Ce sont essentiellement donc les sucres, comme je vous l'ai dit, soit le fructose qui est contenu dans pratiquement tous les fruits, donc on va dire aux patients d'éviter les fruits, le lactose, donc c'est un sucre qui est contenu dans le lait et ses dérivés, donc il va éviter le lait et ses dérivés, et certains oligosaccharides qui vont être contenus dans de nombreux légumes, notamment l'ail et les oignons qui sont présents finalement dans tous les plats cuisinés, et le riz et le blé, qui sont
donc une base d'alimentation qui sont des aliments qui sont très consommés, notamment le blé, chez nous dans les régimes alimentaires méditerranéens. Donc, vous voyez que donner un régime pauvre en FODMAPs, ça conclut à un régime qui est relativement difficile à faire. Heureusement que c'est un régime qui ne va pas durer longtemps, 4 à 8 semaines, et qui est quand même efficace. Il va être efficace essentiellement sur la douleur et le ballonnement abdominal lorsque ce sont des patients qui se plaignent surtout de ces symptômes-là. Alors, deuxième prise en charge, deuxième type de prise en charge, ce sont les antispasmodiques. Les antispasmodiques, ce sont des médicaments qui vont agir sur la douleur du syndrome de l'intestin irritable. Ils vont agir en réduisant la motricité colique et le réflexe gastrocolique lors de la prise alimentaire. Alors, on a plusieurs types d'antispasmodiques qui ont des mécanismes d'action différents. On a les antispasmodiques musculotropes. C'est le cas, par exemple, de la mébévérine, connue sous le nom de Debrida, ou du fluoroglucinol, qui est connu sous le nom de Spasfan. On a les antispasmodiques qui sont des inhibiteurs locaux. C'est le cas du citrate d'aldérine, connu sous le nom de météospasmine, et le pinévarium, qui est connu sous le nom de dicitène. Et vous avez les antispasmodiques agonistes des récepteurs opioïdes, dans l'exemple, et la trimébutine, connue sous le nom de Buspatana. Donc, ces antispasmodiques, ils vont être donnés lorsque le malade se plaint de douleur et que la douleur, elle le dérange énormément. Alors, comment est-ce qu'ils vont être prescrits, ces antispasmodiques? D'abord, quel antispasmodique choisir? On a vu qu'il y avait plusieurs types avec des mécanismes différents. Il faut savoir que quel que soit l'antispasmodique connu, quel que soit le mécanisme de l'antispasmodique, eh bien, ces antispasmodiques ont une efficacité équivalente sur la douleur du syndrome de l'intestin irritable. Donc, on va choisir l'antispasmodique qu'on connaît le mieux, ou bien que le malade préfère. Des fois, c'est le malade qui vous dit « je préfère le Debrida, je préfère le Buspatana, je préfère le Spasfan ». Alors, comment on va le prescrire? Alors, si le malade vient en c'est douloureuse, eh bien, on va donner une dose maximale pendant la crise douloureuse. La crise, en général, elle dure 7 à 10 jours. Donc, on va donner, par exemple, 2 comprimés 3 fois par jour pendant 7 à 10 jours. C'est la dose maximale. Et en général, on donne le spasmodique 20 minutes à une demi-heure avant le repas. Et après 7 à 10 jours, on va diminuer la dose, c'est-à-dire on va passer à un comprimé 3 fois par jour pendant 1 à 2 mois. Donc, la durée du traitement par les antispasmodiques est de 1 à 2 mois. Et au-delà de 2 mois, le traitement au long cours, il n'est pas justifié. On ne sait pas d'ailleurs si s'il y a une innocuité de donner ces médicaments au long cours. Donc, le traitement, c'est 1 à 2 mois. Alors maintenant, au bout de 1 à 2 mois, s'il y a échec du traitement, il ne faut pas dire tout de suite on échoue, l'antispasmodique ne marche pas, parce que vous allez voir qu'on n'a pas beaucoup de médicaments à notre disposition et donc il faut ce qu'on appelle optimiser le traitement antispasmodique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on associe au premier antispasmodique, on associe un deuxième antispasmodique, mais qui a un mécanisme d'action différent. Par exemple, on donne du dicétel associé à du Spasfan, ou bien on donne du Buspatana associé à du Debrida. Ce sont 2 antispasmodiques qui ont des mécanismes d'action différents. On peut soit associer les deux ou bien changer. Si on avait donné un musculotrope, on donne un inhibiteur des opioïdes, par exemple. Donc, optimiser le traitement antispasmodique, c'est très important parce que ça nous permet parfois de récupérer certains patients. Deuxième type de médicaments qu'on va donner dans le syndrome de l'intestin irritable, ce sont les laxatifs. Les laxatifs, ce sont donc des traitements qui vont être donnés pour les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable associé à une constipation. Vous allez voir qu'on a plusieurs types de laxatifs. On a les laxatifs hydroabsorbants, les laxatifs lubrifiants, les laxatifs stimulants, les laxatifs détachants, les laxatifs osmotiques. Alors, les laxatifs hydroabsorbants, ce sont des laxatifs qui favorisent l'évacuation intestinale en augmentant le volume de la selle et leur contenu en eau. Alors, il y a des laxatifs hydroabsorbants naturels, tels que le son de blé, qui existent par exemple
dans les commerces, soit sous forme de sachets qu'on va mélanger par exemple à du lait ou bien à du yaourt, soit carrément fabriquer son pain avec du son de blé. Et il existe aussi ces laxatifs hydroabsorbants sous forme de mucilage. Ce sont des médicaments à base d'extrait d'algues, de gomme, de lin ou de psyllium. Les laxatifs lubrifiants, ce sont des huiles. Comme le nom l'indique, ça va lubrifier le tube digestif, ça va lubrifier le côlon et ça va permettre à la selle de glisser le long du côlon. Et donc, ça permet à la selle de glisser, mais ça n'a aucun effet sur le péristaltisme intestinal. C'est le cas, par exemple, de l'huile de paraffine qui existe dans les marchés, quoique elle est en ce moment, donc elle se vend de moins en moins. Elle se voit de moins en moins, pardon, dans les officines. Vous avez aussi les laxatifs stimulants. Alors, ce sont des laxatifs très puissants. Ils augmentent la sécrétion d'eau, de mucus et d'électrolytes par la paroi intestinale et ils renforcent le péristaltisme intestinal. Donc, c'est pour ça qu'ils sont puissants. Ils donnent des résultats rapides. Les malades aiment bien les prendre. Mais ce sont des médicaments qui sont dangereux parce qu'ils peuvent induire une diarrhée avec hypocalémie. Et s'ils sont pris au long cours, ça peut donner même une maladie des laxatifs. Alors, c'est le cas, par exemple, des dérivés anthraquinonol, le séné, rhubarbe, aloe, tamarin. Et malheureusement, beaucoup de malades prennent ces traitements sous forme de tisane en pensant que ce sont des médicaments qui sont anodins. Les tisanes, en général, on pense que c'est anodin, mais si c'est pris au long cours, notamment Snenelmaki, si c'est pris au long cours, eh bien, ça peut entraîner des effets secondaires importants. On a aussi les laxatifs détergents, tels que l'huile de ricin, qui a un effet rapide mais très irritant pour la muqueuse, donc à éviter au maximum, et les laxatifs osmotiques, qui ont un effet d'hydrater la selle. Comme c'est des sucres qui ne sont pas absorbés, il y aura appel d'eau et ça va hydrater la selle, augmenter son volume et favoriser le transit. C'est le cas, par exemple, le lactulose, le dufalac et le sorbitol. Alors, parmi tous ces laxatifs, il faut savoir que ceux qu'on peut prescrire de façon prolongée sans aucun danger, ce sont les laxatifs osmotiques, tels que le lactulose, les fibres, les mucilages et les lubrifiants. Les autres laxatifs, comme je vous l'ai dit, ils sont nocifs. On peut les prescrire lorsque la constipation ne répond pas aux laxatifs qu'on vient de voir anodins, mais ils doivent être utilisés avec prudence, de façon ponctuelle, non répétée, et surtout pas de façon d'automédication comme le font les patients. Alors, pour les patients maintenant qui ont un syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée, on va donner les antidiarrhéiques. Donc, le plus connu, c'est le loperamide ou le Imodium. Il diminue le transit anal, il augmente l'absorption d'eau et des électrolytes et il augmente le tonus basal anal. Donc, en général, on donne 2 à 4 mg 4 fois par jour. Comment est-ce qu'en général on le prescrit? En général, on donne une gélule après chaque selle sans dépasser 6 à 8 gélules par jour. On peut aussi, si le malade, en plus de la diarrhée, a des gaz, et donner des topiques absorbants. Les topiques absorbants, ils aident à absorber les gaz et également diminuer la diarrhée. C'est le cas des argiles et du kaolin. C'est le cas, par exemple, du smecta. Alors maintenant, quelle est la stratégie thérapeutique? Comment est-ce qu'on va traiter un malade en première ligne de syndrome de l'intestin irritable, donc un premier traitement du syndrome de l'intestin irritable? Je vous l'ai dit, pour tous les patients, on va prescrire les règles hygiéno-diététiques. Et alors, s'il s'agit d'un syndrome de l'intestin irritable avec constipation et douleur, on va donner le traitement de la douleur, c'est l'antispasmodique, et le traitement de la constipation, c'est le laxatif. Alors, le laxatif, on a dit qu'on préfère utiliser soit les laxatifs osmotiques ou les mucilages. S'il s'agit maintenant d'un syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée, plus ou moins douleur abdominale, on est bien sûr quelque chose, un traitement qui va agir sur la diarrhée, et tel que le loperamide, on peut ajouter des topiques pour aider, surtout si le malade a des ballonnements, et on ajoutera un antispasmodique pour la douleur. Si maintenant les troubles du transit ne sont pas nets, ou alors le malade n'est pas beaucoup dérangé par le trouble du transit, comme je vous l'ai dit, on traite, comme c'est un traitement symptomatique, on traite que les symptômes qui dérangent le patient. Si le malade est dérangé surtout par la douleur et le ballonnement, eh bien on donnera des antispasmodiques avec des topiques pour agir sur le ballonnement.
Alors, le traitement, je vous l'ai dit, le traitement, il dure 1 à 2 mois, donc 4 à 8 semaines. Et si on a des bons résultats, on va surveiller le malade et le revoir en général à l'occasion d'une nouvelle poussée de sa maladie. En cas d'échec du traitement conventionnel, on parle de syndrome de l'intestin irritable réfractaire au traitement conventionnel. On va passer à une deuxième classe de traitement, ce sont les antidépresseurs. On a vu tout à l'heure que le cerveau était lié à l'intestin et dans le syndrome de l'intestin irritable, il y avait une analyse erronée des informations qui viennent de l'intestin vers le cerveau. Donc, les antidépresseurs, ils vont agir sur la douleur uniquement. Ils ne vont pas agir, bien sûr, sur le trouble du transit. Donc, les antidépresseurs vont être prescrits pour les formes douloureuses, sévères, qui ne répondent pas au traitement antispasmodique qu'on a pris correctement et qu'on a bien optimisé. Alors, ces antidépresseurs vont être a fortiori donnés s'il y a un terrain d'anxiété important ou s'il y a une dépression associée au syndrome de l'intestin irritable. Alors, ce sont surtout les tricycliques qui vont être prescrits dans le syndrome de l'intestin irritable, notamment l'amiprétiline. Alors, comment on va donner ce traitement? Donc, on va toujours commencer par des doses faibles que le malade va augmenter par palier de 4 à 5 jours jusqu'à obtenir une dose efficace de 30 à 50 mg jour. Ce sont des doses quand même qui restent relativement faibles par rapport aux doses qui sont données pour la dépression. Et on va faire donc un essai de 1 à 3 mois. Donc, il faut bien expliquer au malade que ce traitement ne va pas agir tout de suite, qu'il faut donner le temps au médicament d'agir. Donc, on peut raisonnablement attendre 1 à 3 mois pour dire si le médicament passe ou pas. S'il est efficace, il faut poursuivre le traitement, cette fois 6 mois, et non pas 2 mois, 6 mois. Le traitement doit être poursuivi, puis si tout va bien, on diminue progressivement. Alors, ce qui est important pour que ce traitement soit efficace aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait une observance au traitement. C'est pour ça qu'il faut bien expliquer pourquoi on donne des antidépresseurs. Donc, le malade vous dit, pourquoi moi j'ai une maladie digestive, on me donne des antidépresseurs, je ne suis pas fou. Non, il faut bien expliquer au patient qu'il y a une relation entre sa pathologie et le cerveau, que ces médicaments vont agir sur le cerveau en diminuant l'anxiété et en comme vous le voyez sur ce schéma-là, en inhibant ces réponses, cette stimulation aberrante par les récepteurs nociceptifs vers la moelle épinière et vers le cerveau. Donc, ces médicaments vont inhiber ces relations-là. Alors, il y a d'autres médicaments aussi qui peuvent être utilisés dans le syndrome de l'intestin irritable, notamment les probiotiques. Alors, les probiotiques, ce sont des compléments alimentaires qui sont faits donc de bactéries qui sont bénéfiques pour la santé. Alors, les 2 probiotiques qui ont été bien étudiés, qui semble-t-il donnent de bons résultats, surtout pour les douleurs et les ballonnements, c'est le Bifidobacterium infantis et le VSA. Alors, ce sont des médicaments qu'on ne donne pas ici chez nous parce qu'ils ne sont pas disponibles, mais ils sont utilisés notamment en France, mais ce sont des médicaments qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale parce que la preuve de leur efficacité, elle n'est pas formelle et ils sont considérés comme des compléments alimentaires et non pas comme des médicaments. Il y a d'autres médicaments aussi qui sont réservés aux centres tertiaires, aux formes très centres hyper spécialisés, qui sont des médicaments qui agissent sur les récepteurs de la sérotonine, c'est-à-dire ce sont des médicaments qui agissent sur le trouble du transit, essentiellement la constipation ou la diarrhée, mais ce sont des médicaments qui ne sont pas disponibles chez nous. Et enfin, vous avez les traitements à visée psychologique. Alors, les traitements à visée psychologique, ce sont des traitements qui vont être donnés pour les cas réfractaires aux médicaments. C'est-à-dire que quand on a donné des antidépresseurs et que malgré cela, le patient ne répond pas au traitement, surtout s'il a des troubles psychiques
eh bien, on peut avoir recours à ces sortes de thérapeutiques non médicamenteuses, notamment la psychothérapie, la thérapie comportementale cognitive, la thérapie psychodynamique, les séances de relaxation et l'hypnothérapie. Ce sont bien sûr des traitements qui sont réalisés dans des centres spécialisés qui sont malheureusement pas disponibles chez nous, mais qui peuvent parfois aider le patient à surmonter ces symptômes. Alors maintenant, on a traité le patient. Comment est-ce qu'on va suivre le malade porteur du syndrome de l'intestin irritable? Eh bien, d'abord, quel médecin va suivre le patient qui a un syndrome de l'intestin irritable? Est-ce que c'est le médecin généraliste ou le médecin spécialiste? Eh bien, ça peut être les deux. L'important, c'est que le suivi soit fait par le médecin avec lequel le patient est le plus à l'aise et avec lequel il a le plus confiance. Ça peut être un médecin généraliste comme ça peut être un spécialiste. Donc, l'essentiel, c'est que le médecin soit compétent et que le malade se sente à l'aise avec son médecin. Comment va se faire le rythme des consultations? Eh bien, le rythme des consultations, il se fait selon la sévérité des symptômes. Alors, pour les formes qui ne sont pas sévères, qui sont modérées à minimes et sans troubles si importants, eh bien, les consultations vont être espacées. Le malade ne va consulter que quand il aura quelques symptômes et souvent, les consultations, elles ne vont servir qu'à réassurer les patients parce que ce sont des patients qui ont très peur du cancer. C'est pour ça que ce sont des patients qui sont beaucoup demandeurs d'exploration. Et il suffit juste de leur rappeler que c'est une pathologie fonctionnelle, que tous les symptômes qu'il a, ce sont des symptômes qui rentrent dans le cadre de ces syndromes-là, etc. Pour les formes sévères, surtout avec des troubles psychiques évidents, eh bien, la prise en charge doit être plus attentive. Les consultations vont être plus rapprochées et ce sont des patients qui sont grands demandeurs de soins et d'exploration. Donc, il faut faire attention avec les explorations, comme je vous l'ai dit, et pas les répéter, surtout les explorations irradiantes comme le scanner. Et si besoin, si on voit que vraiment le malade est trop anxieux, qu'il a vraiment des signes dépressifs importants, il faut bien sûr le confier à un psychologue ou à un psychiatre. Alors, comment peuvent évoluer les symptômes au cours du syndrome de l'intestin irritable? Quelle est l'histoire de comment évolue le syndrome de l'intestin irritable? Alors, je vous l'ai dit, le syndrome de l'intestin irritable est une maladie chronique. Donc, ça évolue par poussée, rémission. Les poussées sont en général de courte durée. Elles durent 7 à 10 jours, puis le patient va se sentir bien et il peut faire une autre poussée, soit quelques mois après, ou alors ça peut être quelques années, ça dépend de son vécu. À long terme, il faut savoir que plus de la moitié des patients sont toujours symptomatiques. Donc, à long terme, on sait que la plupart des patients ne guérissent pas. Parce que les traitements qu'on donne, ce sont des traitements purement symptomatiques. Ils ne guérissent pas véritablement la maladie. Ce qui peut se passer aussi au cours de l'évolution du syndrome de l'intestin irritable, c'est qu'il peut y avoir une modification du sous-type du syndrome de l'intestin irritable. Par exemple, le syndrome de l'intestin irritable type constipation peut évoluer vers une forme diarrhéique, ou une forme diarrhéique peut évoluer vers une forme avec constipation, ou une forme avec mixte, alternance diarrhée-constipation. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il peut y avoir un chevauchement avec un autre trouble fonctionnel digestif. Par exemple, le malade peut avoir un syndrome de l'intestin irritable associé à une dyspepsie fonctionnelle, ce qui va rendre la prise en charge encore plus difficile. Voilà, donc nous terminons ce cours-là par une conclusion en disant que le syndrome de l'intestin irritable est chronique, comme je vous l'ai dit, qui évolue pousser rémission. La plupart des patients restent symptomatiques pendant plusieurs années. C'est une pathologie chronique et il faut bien l'expliquer aux patients. Le diagnostic est clinique. Les explorations ne sont pas toujours nécessaires. On a dit quand est-ce qu'on pourra faire les explorations. Le suivi, il doit être régulier, attentif et systématisé devant la moindre modification des symptômes, devant la moindre apparition des signes d'alarme. Il faut faire attention et explorer. La prise en charge doit être systématisée. Elle peut être difficile dans les formes sévères avec troubles psychiques et manifestations extradigestives. Et là, il faut prendre en charge correctement les patients. Et la prise en charge globale repose avant tout sur l'écoute, l'empathie et le soutien psychologique du patient. Voilà, j'ai terminé avec le cours et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions là. Je vais voir les questions. Alors, il y en a qui me disent, voilà, s'il vous plaît,
Pouvez-vous répéter la physiopathologie, notion des récepteurs nociceptifs? S'il vous plaît, la dose maximale et la dose efficace, quelles sont les doses exactes pour chacune? Est-ce que la guérison est totale sans autre poussée? Quelle est la durée du régime? Donc, ça, j'ai dit tout ça. Peut-être que vous n'avez pas très bien suivi. Alors, pour la physiopathologie, puisqu'on a un peu de temps là, il est 14h25, donc il nous reste un peu de temps, donc on peut répondre aux questions, même si pour la plupart, j'ai répondu pendant le cours. Donc, pour les récepteurs nociceptifs, donc je vous ai dit que nous avons au niveau de la paroi intestinale des récepteurs qui sont sensibles à la douleur. Alors, quand est-ce que le patient normal va sentir la douleur? C'est quand il y a une distension excessive, par exemple, de la paroi, de la lumière intestinale. Chez le patient qui a un syndrome de l'intestin irritable, même lorsque la distension n'est pas importante, eh bien, il va ressentir cette douleur parce que les récepteurs nociceptifs vont être stimulés pour un seuil qui est diminué. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une diminution du seuil de la douleur chez les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable. Il va vous dire qu'il a mal, qu'il est souvent ballonné, alors que finalement, les gaz, il n'en a pas plus qu'une autre personne. Alors, pour la deuxième question, la dose maximale efficace, je ne sais pas si vous parlez des antispasmodiques, je vous l'ai dit. La dose maximale, par exemple, pour la plupart des antispasmodiques, c'est 2 comprimés 3 fois par jour pendant la poussée douloureuse. Et de préférence, on les donne une demi-heure avant le repas pour qu'ils arrivent à agir. On a dit que les antispasmodiques agissaient sur la motricité colique et le réflexe gastrocolique qui apparaît après le repas. C'est pour ça qu'on le donne avant le repas pour qu'il puisse agir au moment du repas. Et cette dose maximale, elle ne doit pas dépasser 10 jours. Puis on va diminuer vers une dose minimale efficace qui est de 1 comprimé 3 fois, toujours une demi-heure avant les repas, pendant 1 à 2 mois. Alors, est-ce qu'il y a une guérison totale? Bien sûr, c'est possible. C'est possible que certains patients guérissent, mais c'est probablement pas parce qu'on leur a donné un traitement. Ce sont des maladies fonctionnelles dont on ne connaît pas très bien la physiopathologie. Et donc, il peut y avoir des guérisons spontanées, comme pour les pathologies fonctionnelles. Ce n'est pas le traitement qui les a guéris, mais c'est une évolution naturelle de la pathologie. Mais il faut savoir que la grande majorité des patients, plus de la moitié des patients du mois, ne guérissent pas et font des poussées ultérieures. Alors, quelle est la durée du régime? Je vous l'ai dit, la durée, c'est de 4 à 8 semaines de traitement du régime par les FODMAPs. Alors, je vois d'autres questions. Alors, c'est un traitement à la demande? Oui, c'est un traitement à la demande, puisque c'est un traitement purement symptomatique. Si le malade, les symptômes ne le dérangent pas, on ne va pas donner de traitement. On va traiter uniquement lorsque le patient se plaint que le symptôme le dérange. Mais si on fait des explorations, comment on peut s'assurer qu'il n'y a pas de problème organique si on ne fait pas d'exploration? Oui, ça c'est vraiment une question difficile. Alors, bien entendu, si on ne fait pas d'exploration, comment peut-on s'assurer qu'il n'y a pas de problème organique? Bon, on va bien sûr être prudent dans notre interrogatoire. Je vous l'ai dit, la plupart des cancers, c'est avant 50 ans. Mais en général, quand on a un syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée, on fait une coloscopie. Là, c'est pour ça que je vous ai dit, théoriquement, les explorations, elles sont faites uniquement quand on n'a pas de signe d'alarme. Mais quand un patient fait de la diarrhée, on a peur que ça soit une Mickey. Donc, en général, le gastroentérologue fait la coloscopie. La constipation est récente, par exemple, qu'il n'y a pas de chronicité. Il faut absolument faire la coloscopie. On a peur que ça soit un cancer. Quand l'âge est supérieur ou égal à 50 ans, quand il y a une anémie. Donc, on est plus exploration quand on a des signes d'alarme. Quand on n'a pas des signes d'alarme, que le patient est jeune, qu'il a des symptômes typiques de syndrome de l'intestin irritable, on le traite. Mais on ne lui dit pas, ça y est, vous êtes traité. On le surveille. Si le malade répond au traitement, ça veut dire que finalement, c'est un syndrome de l'intestin irritable. S'il ne répond pas au traitement, on a dit que les patients réfractaires au traitement, ce sont des patients qui doivent être explorés. Donc, on peut
essayer un mois, par exemple, de traitement et revoir le malade à l'issue. Un mois après, si on voit que ça ne marche pas, là, bien sûr, on explore si le malade n'a pas été exploré. Donc, c'est vrai que c'est une question qui est très importante et qui est difficile. Souvent, le malade est exploré parce que ce sont des patients qui sont très demandeurs d'exploration. Alors, à la fin du traitement, il y a une prophylaxie pour éviter la rechute. En fait, ce qu'on peut conseiller aux malades, ce sont les règles hygiéno-diététiques qui doivent être poursuivies à vie. Mais il n'y a pas de traitement préventif. Bien sûr, on va favoriser toutes les situations qui diminuent le stress. On va lui préconiser, par exemple, de faire du sport. Parfois, les gens sont plus sensibles au yoga, par exemple. On va éviter toutes les situations exposantes au stress. Si on a une profession exposante, on va essayer de réorienter la profession. Donc, en fait, il n'y a pas de traitement prophylactique de la poussée, mais on va prévenir surtout le patient que c'est une maladie chronique et quand la poussée survient, il s'attend à cette poussée et il est moins alarmé. Est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour éviter les rechutes? Bon, ça c'est la même question.